Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Île-de-France. Aujourd'hui, nous rencontrons un petit entretien avec Fadi Kassem, numéro 2 du PRCF. Donc c'est le pôle de renaissance du communisme en français. Communiste en France. Communiste en France. Exactement. Et nous allons parler des socialismes. Tout à fait. Alors, c'est un sujet très vaste, très intéressant aussi. Déjà, la définition du socialisme, le concept. Première partie, mener concrètement la guerre, la lutte des classes. C'est une guerre de destruction contre le capital, contre le capitalisme. C'est censé être ça en tout cas. La troisième partie sera l'histoire, le proto-socialisme. La quatrième partie sera le socialisme utopique qui a débouché sur l'anarchie avec Proudhon, avec Owen, avec Charles Fourier, les phalanstères, avec l'exemple des kibbutz aussi. La cinquième partie sera le socialisme scientifique avec Marx, Engels, Lénine. La sixième partie sera la social-démocratie vers la social-trahison. On peut le dire. Donc la collaboration de classe avec Bernstein, la collaboration dans la guerre avec Kautsky, la collaboration dans la colonisation avec Guy Mollet, la collaboration avec les collabos, donc avec les Allemands directement avec Paul Faure, numéro 2 de la SFIO, avec François Chassaigne qui était député SFIO, avec Belin qui était CGT. René Belin, ouais. René Belin, avec le Parti ouvrier et paysan français, le POPF, qui a collaboré directement avec les forces d'occupation. Et puis, dernière partie, c'est la collaboration avec l'européisme néolibéral et mondialiste, avec Rocard, Delors, Mauroy, Bérégovoy, Mitterrand, Jospin, et puis pour finir, le meilleur d'entre tous, François Hollande. Et puis la septième partie, ça sera la conclusion, voilà, par rapport à la légitimité de notre combat, du combat des Gilets jaunes, la légitimité historique du combat des Gilets jaunes, pour bâtir une société plus juste, plus égalitaire, centrée sur l'homme et pas centrée sur l'argent. On y va, gros travail, on y va. Alors, première partie, introduction. Bonjour Fadi Kassem. Bonjour et merci de m'accueillir et je suis vraiment très content de me retrouver encore une fois parmi vous. On avait déjà fait une vidéo avant et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Alors, qui es-tu? D'où viens-tu? Quelle est ta formation? Tu es professeur actuellement? Professeur, effectivement, professeur agrégé d'histoire, donc j'ai obtenu l'agrégation, ça va faire une petite dizaine d'années. Et puis maintenant, donc j'enseigne essentiellement dans le secondaire, en collège. Mais à côté de cela, je donne également des cours pour des élèves qui préparent des concours, en particulier les concours pour entrer dans une école que messieurs Macron, Hollande connaissent bien, Sciences Po Paris, parce que moi-même j'ai fait cette école, donc j'ai vu de l'intérieur ce que c'était. Donc je donne essentiellement des cours de ce point de vue-là et puis parallèlement effectivement donc j'ai préparé une thèse que j'ai arrêtée pour diverses raisons et depuis j'ai mes activités donc d'enseignant, de militant, également militant en tant que numéro 2 du pôle de renaissance communiste en France et puis je suis gilet jaune. Je suis gilet jaune depuis un an maintenant. Et t'es en civil aujourd'hui, hein. Tu l'as pas amené. Effectivement. Alors, tu as aussi préparé, tu as été aussi prof pour les élèves classe prépa de HEC. Pour les écoles de commerce, en effet, j'ai déjà fait des cours, beaucoup d'heures de colle aussi, c'est-à-dire des heures d'interrogation orale, et ça permet de voir un petit peu le niveau intellectuel, on va dire, et de culture de ces étudiants. Cette future élite. Tout à fait. Et tu as fait partie aussi du jury des CAPES. J'ai effectivement été membre du jury de CAPES externe d'histoire-géographie de 2016 à l'été 2019. Voilà. Ok, alors la situation elle est un peu compliquée parce qu'on est dans une boulangerie, donc ça hurle derrière quand ça achète le pain. Donc veuillez nous en excuser, hein, comme d'habitude on fait ça avec nos pieds. Alors, deuxième partie, donc la définition du concept de socialisme. Les socialismes. Qu'est-ce que le socialisme? C'est basé sur quoi?
Alors, bon, déjà, il y a la racine sociale. On part de la base, c'est-à-dire qu'il y a quand même un constat qui est fait de manière très simple, constat fait au début du 19e siècle, en termes théoriques, mais en réalité qui était fait déjà depuis des siècles, celui des injustices sociales, des inégalités sociales et de la volonté, à partir de là, de construire un nouveau monde. Construire un nouveau monde qui, justement, soit beaucoup plus juste, beaucoup plus égalitaire. Et c'est là où on en arrive aussi, après, à une doctrine socialiste. Et ce socialisme il va être essentiellement théorisé à partir de la première moitié du 19e siècle. Dans un premier temps, on va le voir, c'est le socialisme dit utopique. Et par la suite, notamment sous l'égide de Karl Marx et de Friedrich Engels, il va avoir ce socialisme scientifique qui va se distinguer du socialisme utopique. Mais en tout cas, le point de départ, il est là. Il y a des inégalités, il y a des injustices, et, chose importante, il y a des groupes qui défendent leurs intérêts, car le moteur majeur de l'histoire, quand on est socialiste, c'est la lutte des classes. C'est la lutte des classes. Alors, ça s'adresse à qui? Au peuple menu contre le peuple gras, donc contre les bourgeois, les possédants, ceux qui possèdent le capital. Et donc le socialisme s'adresse aux masses laborieuses, qu'elles soient ouvrières, employées, paysans, précaires, etc. Esclaves dans l'Antiquité, puisque Karl Marx déjà le signale, il y a l'affrontement entre les maîtres et les esclaves. Et ceci se retrouve dans l'Antiquité. Au Moyen-Âge, il y a aussi cette opposition entre les serfs, voire les vilains, bon, qui eux, théoriquement, étaient libres, mais bon, en réalité, leurs conditions de vie étaient misérables, et les seigneurs. Et en fait, c'est ce moteur de la lutte des classes que l'on retrouve à chaque période de l'histoire et qui prend des proportions considérables au moment de l'ère industrielle, pour une bonne raison. C'est que la bourgeoisie, qui est en train d'émerger plus que jamais avec son capital, exploite dans des endroits, en les concentrant d'ailleurs, le prolétariat et en particulier la classe ouvrière à qui on demande de construire les transports, de travailler dur dans les usines pour pouvoir fabriquer en masse les produits. Et donc finalement cette lutte des classes, elle existe historiquement depuis toujours. Alors, c'est le projet d'une société nouvelle visant à en finir avec les injustices et à tendre vers l'égalité. L'égalité. Alors, c'est l'égalité, on n'est pas égaux, on est tous différents. Donc déjà, le concept d'égalité, il est un peu tordu. On est plutôt sur... l'égalité n'existe pas, à part avec toi-même. Même deux verres identiques sur une table ne sont pas égaux. Ils ont été produits à des moments différents. Ils sont positionnés différemment sur la table. Donc déjà, ils ne sont pas égaux. Rien que pour leur positionnement, leur accroche à la lumière, etc. Ou leur composition chimique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par égalité? Ça ne serait pas plutôt équité? Alors, ce sont deux concepts différents. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre égalité et égalitarisme. Car après tout, l'égalitarisme devient une doctrine, littéralement, où on va tendre vers l'égalité absolue. Par exemple, l'égalité, ce serait tout le monde aurait le même salaire. Impossible. Absurde même d'un certain point de vue. Disons très clairement que... C'est un communiste qui dit ça. Mais je le dis clairement parce qu'il ne faut pas croire que tous les salaires étaient exactement pareils. L'égalité, c'est pas être parfaitement pareil ou semblable. L'égalité, c'est d'abord quoi? Alors, il y a évidemment un principe de base qui est l'égalité devant la loi. Ça peut paraître très simple, simpliste même de le dire, mais rappelons-le, parce qu'aujourd'hui, on voit bien en France que l'égalité devant la loi, c'est très joli, mais en pratique, ça n'existe pas. C'est également l'égalité en termes de citoyens. Ce que je veux dire par là, c'est notamment dans la capacité de décider. L'égalité, un citoyen, le principe de l'égalité, c'est quoi? C'est la souveraineté, c'est le pouvoir de décision. Ça, c'est un élément central de l'égalité. Parce qu'à partir de là, le citoyen a le pouvoir et est en mesure d'infléchir sur le processus de décision. En fait, disons-le clairement, l'égalité, c'est quoi? C'est la condition de la démocratie. Il faut le dire. C'est ça le véritable élément central. L'égalité est la condition de l'existence de la démocratie. Sans égalité, il n'y a pas de démocratie. Donc là, tu es en train de nous dire que nous ne sommes pas en démocratie. Écoutez, ou en démocratie de marché. Déjà, est-ce que c'est compatible? On pourrait se poser la question. La démocratie de marché, ce sont des personnes comme Jacques Attali qui aiment bien évoquer et qui expliquent que depuis 3000 ans, on assiste à l'extension de la démocratie et de l'économie de marché, que les deux vont parfaitement de pair et qu'à partir de là, c'est la seule voie possible, alors que c'est totalement faux et que, en effet, le principe même de la démocratie, la réalité, c'est que c'est une égalité des individus en tant que citoyens et non plus en tant que sujets, il faut le signaler, et donc des citoyens qui vont jouer un rôle dans le processus de décision politique, économique, sociale, etc. D'accord. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que
quand Marx s'est approprié le concept, il a vu le socialisme comme un stade de transition vers autre chose, vers une société directement sans classe Oui. et sans propriété privée. Donc l'aboutissement final du socialisme, ça sera pour Marx le communisme. Et on essaiera de faire d'autres lives là-dessus. Alors, c'était la deuxième partie, la fin de la deuxième partie, la définition et les concepts du socialisme. Et on va passer à la troisième partie, l'histoire, le proto-socialisme, avec Sparte, avec les tensions de classe au sein de la Rome antique, avec Spartacus, le gladiateur révolté, avec Thomas Müntzer au niveau du XVIe siècle en Allemagne, avec Gracchus Babeuf et le manifeste des égaux, avec Robespierre, bien sûr, et puis la pensée de Saint-Simon. Vaste programme, on y va? On a de quoi faire. Je vais peut-être pas rentrer en détail dans tout avec tous les acteurs, mais disons que c'est vrai que depuis l'Antiquité, au moins, peut-être même avant, qui sait, mais en tout cas, dans la Rome antique, il y a déjà une opposition entre ce qu'on appelait les patriciens et les plébéiens. Et le fait est qu'on retrouve les éléments de la lutte des classes dans les sociétés antiques. Sparte a été d'ailleurs conçue on parle de société spartiate aujourd'hui, très organisée, très disciplinée, et en même temps sur un principe d'égalité entre ses citoyens. Je précise d'ailleurs, pour information, puisqu'on parle de socialisme, que lorsqu'on parle d'Athènes, on aime bien parler de démocratie athénienne. Il faut savoir que la démocratie athénienne ne concernait qu'à peine 10% des personnes. C'était des aristocrates qui finalement possédaient des esclaves, des terres. Les femmes en étaient exclues, les esclaves extrêmement nombreux en étaient exclus. Je ne parle même pas des enfants, bien sûr, de femmes d'esclaves, etc. Donc, si vous voulez, dans le fond, dès l'Antiquité, on retrouve cette tension liée à la lutte des classes. Et progressivement, au fil de l'histoire, l'idée de socialiste, en quelque sorte, se développe à travers quelques acteurs. J'aimerais insister en particulier sur Thomas Müntzer. Alors, excuse-moi, juste de t'interrompre. On avait un exemple qui nous a tous marqué, c'est Sparte, ça, avec les 300. C'était à l'époque une société socialiste? C'est peut-être pas... Proto-socialiste? Disons, le problème, ce qu'on peut entendre par proto-socialiste, c'est la recherche d'une société où il y ait une égalité entre les différents citoyens, une égalité notamment dans le processus de décision. Et ce sont souvent des sociétés qui sont très disciplinées, très organisées, un peu hiérarchisées aussi, disons-le clairement. Est-ce que Sparte obéit parfaitement à ce schéma? Bon, on est aussi pas tout à fait dans le même schéma qu'aujourd'hui, si vous voulez. Est-ce qu'on était en méritocratie au niveau de Sparte? C'est-à-dire ceux qui avaient, au niveau de la décision, étaient ceux qui avaient fait leurs preuves sur le terrain. En tout cas, il fallait faire clairement ses preuves sur le terrain à Sparte, c'est incontestable. Le principe de la société spartiate était une société où notamment les preuves se faisaient sur le combat, par le combat sur le terrain. Le modèle du citoyen soldat. Un modèle qu'on retrouvait, c'est vrai, aussi en partie à Athènes, mais à Athènes, les intérêts de classe étaient tellement puissants que les aristocrates citoyens cadenassaient un petit peu tout ça. Et j'ajoute d'ailleurs, entre parenthèses, que lorsque la démocratie n'a pas tenu si longtemps que ça à Athènes, et on a pu mettre en place rapidement une oligarchie à la fin, par exemple, du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc en tout cas, on retrouve en partie ce schéma très imparfait chez les Spartiates. Et chez Spartacus, la révolte des gladiateurs? Des esclaves, car c'est un esclave. Alors, c'est compliqué, puisque c'est vrai qu'un certain nombre d'historiens expliquent que dans le fond, il se libère lui-même avant tout, sans remettre en cause le principe même de l'esclavage. Mais une chose est sûre, c'est que Spartacus fait écho au combat des opprimés, des esclaves, contre la domination, pour briser les chaînes, non pas pour négocier la longueur des chaînes, mais pour les briser. Ni la peinture des chaînes. Ni la peinture des chaînes. Ça, c'est pour la CGT, FO et CFDT, voilà. Je précise en tout cas pour les directions effectivement social-démocrates qui préfèrent souvent négocier la longueur des chaînes plutôt que de les briser. Alors, juste pour revenir sur Spartacus, c'était quand même une épopée extraordinaire, puisqu'ils ont failli faire tomber Rome. Ouais. Ils étaient des milliers et des milliers d'esclaves, de gladiateurs, qui étaient des esclaves, un statut d'esclave, qui étaient dans le métier des armes, mais qui étaient destinés à mourir, et qui se sont révoltés, rebellés, qui se sont émancipés, et qui se sont organisés en armée, et qui après se sont déplacés à travers l'Italie, et qui ont commencé à menacer de façon physique les légions romaines, et qui leur ont mis des branlées aux légions romaines.
Et il faut savoir que, bon, ça s'est mal fini, forcément, puisqu'il y a eu de la traîtrise, parce qu'il y a eu des achats, des pots de vin, etc., Déjà. des trahisons. Euh, et oui, Déjà. voilà, c'est lié à la nature humaine. Mais et que ça s'est très mal fini, puisqu'ils ont crucifié après, ils ont planté à des poteaux jusqu'à Rome, en fait. Enfin, vraiment, c'était un exemple. Il fallait pas que ça se reproduise, en fait. Mais je crois que ce qui vient d'être dit est central parce qu'on va le retrouver historiquement. C'est-à-dire que la lutte des classes, dans le fond, c'est vécu et en fait, ça se transforme souvent en guerre. Pourquoi? Parce que tout simplement, les possédants, les dirigeants ne peuvent pas accepter de voir leur domination politique, économique, sociale ébranlée et remise en cause. Et donc, c'est très important parce que dans le fond, la lutte des classes, c'est quoi? C'est la volonté de transformer la société, et s'il le faut, par la révolution. Et c'est pas s'il le faut d'ailleurs, c'est par la révolution tout court. Or, et j'insiste dessus, les révolutionnaires qu'il y a eu historiquement, très souvent, ne souhaitent pas dans l'absolu faire la guerre, mais ils sont conscients que la guerre risque d'être inévitable. Prenons un seul exemple. Robespierre était contre la guerre. Il était révolutionnaire et contre la guerre, parce qu'il avait parfaitement compris que la guerre était un danger pour la révolution. Et qu'à partir de là, la guerre est l'ennemi de la révolution. Seulement, le problème, c'est que la révolution entraîne la réaction en face, et donc débouche fatalement sur une guerre impitoyable, une lutte à mort, comme ça vient d'être dit à l'instant, où Spartacus et les esclaves, pour servir d'exemple, ont été massacrés, très clairement. On va passer au Moyen-Âge avec Thomas Müntzer. Alors, c'est plutôt le XVIe siècle, pour être précis, c'est au moment des oui. guerres de religion. Alors, c'est très intéressant, Thomas Müntzer, il n'est pas très connu. Et, si on se situe dans le... je signale juste qu'il y a eu un ouvrage récemment à son sujet, je ne me souviens plus exactement du titre, mais un ouvrage vient de sortir à propos du combat qu'il menait. C'est une personne de basse condition sociale qui va prendre la tête d'une révolte, essentiellement paysanne, autour de 1523-1524. En Allemagne. En Allemagne, et signalons dans les territoires allemands. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il se bat justement pour un projet égalitaire, très clairement, tout en croyant beaucoup en Dieu. Je tiens à le préciser, il y a une véritable foi millénariste dans le combat qui est mené, à la fois après la mort et sur terre. Et évidemment, il devient dangereux. Il devient dangereux notamment pour les nobles allemands, etc. Et c'était un diable pour Luther. C'est un antéchrist, ce Müntzer. C'est-à-dire que Luther, qui est présenté comme le père justement de la réforme, etc., craignait beaucoup ce mouvement millénariste, paysan, qui se battait au nom de quoi? Du bien commun, justement, de l'égalité, avec la perspective de créer une société nouvelle. Conséquence, bien sûr, les nobles se sont finalement liés et ont écrasé la révolte de Müntzer, qui a été décapitée en 1525. Alors, quand tu dis millénariste, t'entends par quoi au niveau de sa foi? Müntzer, comme beaucoup, cherche vraiment à atteindre le salut. Il y a cette idée à l'époque de trouver le salut. Et progressivement se développe l'idée que le salut sera atteint en faisant le bien sur terre, notamment. Le salut, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, on passait son temps à préparer sur terre, à préparer sa mort. Préparer sa mort, ça voulait dire bien se comporter sur terre. Pas seulement au Moyen-Âge. Et par la suite aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, Müntzer, lui, il va être dans cette perspective d'une lutte qui est à la fois pour obtenir le salut, donc la vie éternelle, etc., mais déjà de la mener sur terre. C'est important parce que sur terre, il y a cette idée également de faire le bien commun pour agir à l'image de ce que voudrait Dieu. Et cette idée-là, elle est très prégnante chez lui, tout comme c'est chez ses partisans de lutte de l'époque. Mais alors, en quoi il s'oppose à Luther et donc à la réforme? C'est-à-dire que Luther, de ce point de vue-là, on renvoie à un problème social, tout simplement. Luther, dans un premier temps, sans trop rentrer dans les détails, ne souhaitait absolument pas rompre avec l'Église catholique. Il était convaincu que l'Église pouvait être réformée de l'intérieur. Ça a été une douleur pour lui d'être excommunié et finalement chassé de l'Église catholique et de créer une nouvelle Église. Et de ce point de vue, Luther se méfiait beaucoup en particulier du message social qui passait par Müntzer. Luther est un homme d'église, il ne faut pas l'oublier, c'est un moine. C'est quelqu'un qui est attaché aussi à la perpétuation d'un certain ordre social que contestait Müntzer. Alors cet ordre social, pour rappel, c'était ceux qui travaillent,
les Oui, laboratores. ça vient du mot labor, hein, labeur d'ailleurs, la logique du travail. Les combattere, combattores, ceux qui combattaient, et enfin ceux qui priaient. Voilà, c'était la fameuse société des trois ordres telle qu'elle avait été théorisée au début du XIe siècle en particulier. Donc ceux qui combattaient, c'était la noblesse d'épée. Tout à fait. Et qui est passée en noblesse de robe. Avec des histoires de pognon. Tout à fait. Ah, bah alors, parenthèse, on ne le signale jamais suffisamment. Et c'est en lien avec ce que l'on dit, parce que le capitalisme émerge véritablement. Alors, il y a du pré-capitalisme, hein, il existe des comportements capitalistes avant le début du XVIe siècle. Mais il émerge à quel moment? Et c'est là où on va venir à ce qui est très intéressant. Il émerge surtout au début du XVIe siècle dans un double contexte. Le premier contexte, c'est la colonisation et l'exploitation de l'Amérique. Et le deuxième contexte, c'est le moment où en Angleterre en particulier, les paysans commencent à être chassés des terres communales, des biens communaux. Et l'aristocratie s'approprie dès lors ces terres pour son profit personnel. Là, on peut vous ramener sur une des interviews qu'on avait fait avec Marion Sigaud sur l'organisation au niveau de l'Ancien Régime. Alors, on passe maintenant à Gracchus Babeuf avec le manifeste des égaux. Alors, qui est Gracchus Babeuf? Pourquoi il porte ce nom, ce prénom romain? Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qu'il a produit? Et surtout, ce manifeste des égaux. Bon, alors, Babeuf, il est au temps de la Révolution française. Babeuf qui va effectivement, après, alors je précise, après l'exécution de Robespierre, hein, le 28 juillet 1794. Il faut le signaler, pourquoi? Parce que Babeuf, c'est un révolutionnaire qui en effet porte un nom d'origine romaine, parce qu'il ne faut pas oublier que sous la Révolution française, il y avait une admiration pour les régimes antiques romains, grecs aussi, pour ce qu'on appelle la démocratie athénienne, encore une fois, mais c'était monnaie courante de donner des noms antiques à des personnages révolutionnaires. Babeuf va plutôt soutenir les Jacobins, disons-le clairement, le mouvement de Robespierre. Il va lui faire le reproche à Robespierre et à l'ensemble de la révolution jacobine d'être trop centralisée, d'être trop dictatoriale, d'être peut-être pas assez sociale. Soit la révolution jacobine n'est pas parfaite, mais une chose est sûre, après l'exécution de Robespierre, c'est la réaction thermidorienne. Et dans ce contexte-là, Babeuf, qui lui appelle véritablement à l'abolition de la propriété privée, à la lutte contre cette propriété, manifeste des égaux, il va se heurter à quoi? Aux propriétaires qui sont tout contents de s'être débarrassés de celui qui jusqu'alors était en train de les maîtriser, Robespierre. Et après l'exécution de Robespierre, qu'est-ce qui se passe après l'exécution de Robespierre? C'est simple, la réaction thermidorienne se développe et les babouvistes ne tiendront pas longtemps, ils seront arrêtés, condamnés à mort et Babeuf sera guillotiné, comme d'autres. L'erreur de Babeuf, et il s'en est aperçu après coup, il s'est rendu compte de l'erreur d'avoir laissé exécuter Robespierre, de ne pas l'avoir suffisamment défendu. Et je le signale parce que vous savez, un processus révolutionnaire n'est jamais parfait ni uniforme. Il peut avoir des moments de difficulté, c'est ce qu'on appelle le pragmatisme, c'est le moment où on tombe sur la réalité du terrain. Et l'erreur, c'est de taper sur ceux qui sont en train de mener la révolution plutôt que d'affronter vraiment la réaction. Au niveau du manifeste des égaux, quelles étaient les notions derrière? Alors encore une fois, dans le manifeste des égaux, on voit remise en cause en particulier la notion de propriété, et en particulier de propriété privée. Il y a vraiment l'idée d'aller vers une société qui se débarrasse de cette propriété privée. Pourquoi? Parce qu'on part du principe, c'est là où on trouve le proto-communisme quelque part, que la propriété, c'est par définition l'élément central de l'inégalité. C'est un élément central d'inégalité parce qu'il y a ceux qui sont propriétaires et ceux qui ne le sont pas. Et en particulier la propriété de quoi? Des biens de production essentiellement. Et des terres. Et des terres, cela va de soi, ce sont les deux à la fois. La terre étant aussi un moyen de production. Alors, ça nous ramène sur le droit restrictif à la propriété privée sous l'Ancien Régime, ouais. Où les seigneurs, une fois les moissons faites par leurs serfs, ne pouvaient pas clôturer les terres et devaient laisser libre pâture, en fait, aux autres, aux vilains et aux serfs pour pouvoir utiliser
ces terres qui venaient d'être récoltées, et donc ça repoussait dessus, etc. Il y avait des pâturages dessus. Et donc c'était intéressant ce côté de limitation, droit restrictif de la propriété privée. Et donc Gracchus Babeuf va plus loin que cette limitation, il va jusqu'à la suppression. Oui, il va plus loin. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, puisqu'on évoquait à l'instant le droit restrictif, il faut voir que la Révolution française... Parle fort, parce qu'il y a des gens qui hurlent à côté. La Révolution française, disons qu'elle comporte un élément intéressant dont on parle rarement, c'est la question de la propriété. Et je renvoie tout le monde à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Parce que l'aristocratie et la bourgeoisie, ayant peur des mouvements, des soulèvements paysans qui ont lieu dans les campagnes, décident de sacraliser dans cet article la propriété. Et l'article 17 dit la chose suivante de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, sauf sous des conditions telles que de toute façon elles ne sont pas réunies. Donc finalement, paradoxalement, ou pas d'ailleurs, disons-le réellement, la bourgeoisie a parfaitement compris avec l'aristocratie les dangers que représentait la Révolution française pour la propriété. Et Babeuf, il veut aller au bout de cette logique, il le paiera de sa vie. On va parler de Robespierre. Ouais. Alors, mais très succinctement. Ça mériterait un live complet sur Robespierre et les Gilets jaunes éventuellement, parce qu'il y a des liens. Il y a des liens forts. Robespierre et le socialisme, comment tu vois les choses? Robespierre n'est pas un communiste au sens marxiste du terme, disons-le. Mais en revanche, clairement, sa pensée comporte déjà des bases du socialisme. J'aimerais, si vous permettez, vous lire un petit extrait rapide, très rapide, et peut-être même pas tout, d'un discours qu'il a prononcé, pour être précis, le 5 avril 1791. C'est très intéressant parce qu'on voit que Robespierre a parfaitement compris que les inégalités, notamment les inégalités de fortune, sont l'une des causes des malheurs publics. Et donc je me permets de lire cet extrait qui est d'un discours qui date du 5 avril 1791. Pour la petite anecdote, c'est 3 ans jour pour jour avant l'exécution de Danton, qui justement, lui, savait ce qu'était la corruption. Et voilà ce que dit le discours de Robespierre. Toute institution qui tend à augmenter l'inégalité des fortunes est mauvaise et contraire au bonheur social. Je sais qu'il est impossible d'établir l'égalité parfaite. Je sais que plusieurs causes différentes tendent sans cesse à déranger l'égalité des fortunes. Mais il n'en est pas moins vrai que les lois doivent toujours tendre à les maintenir. L'égalité est la source de tous les biens et l'inégalité des fortunes la source de tous les maux politiques. C'est par celle-ci que l'homme avilit l'homme et fait de son semblable l'instrument de son orgueil, le jouet de ses passions et souvent même le complice de ses crimes. Les grandes richesses enfantent les défauts du luxe et des voluptés qui corrompent à la fois et ceux qui en jouissent et ceux qui les envient. Les lois ne sont plus que des instruments entre les mains des hommes puissants pour opprimer les faibles. Waouh! Là, c'est complètement d'actualité. On voit complètement Macron, on voit la société de consommation, ceux qui les envient, Instagram, les selfies, etc. Tous ceux qui rêvent de posséder des grosses voitures américaines. Tout à fait, et qui tombent dans la corruption. La corruption n'étant pas seulement une corruption, j'allais dire, en termes d'achat d'argent, même si c'est celle qu'on connaît, c'est aussi la corruption mentale, la corruption psychologique. Cette corruption qui fait qu'en effet, on veut soi-même, égoïstement, car c'est ça le mot central, égoïstement accéder au même statut, à la même fonction que celui qui possède. Or, cet égoïsme, c'est exactement l'inverse de la volonté générale que défend Robespierre. Et qu'est-ce que la volonté générale, quand on la traduit autrement? C'est le bien commun. Et donc là, on arrive finalement à un fondement du socialisme au niveau du concept qui est la lutte contre l'égoïsme pour le bien commun. Tout à fait. Cette volonté générale, bien commun et volonté générale. Alors volonté générale, c'est un terme qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre. Quelle est la différence entre bien commun et volonté générale? Bon, je dirais, la différence, elle est relativement subtile. La volonté générale, c'est ce que développe Rousseau, c'est ce à croire Robespierre, c'est
D'abord, je précise, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il se peut qu'un intérêt particulier soit contraire à la volonté populaire, en quelque sorte, la volonté générale. Un exemple tout bête, je veux monter une entreprise à n'importe quel prix en exploitant des travailleurs. Eh bien ça, c'est contraire à la volonté générale. La volonté générale, justement, c'est cette volonté de faire appliquer ce qui doit contribuer au bien commun, c'est-à-dire les notions d'égalité, de vertu, de bonheur. Et là, on arrive à la vertu. Eh oui. D'accord. Ça serait vraiment intéressant de faire un live juste sur Robespierre et la Révolution. On va passer à la pensée de Saint-Simon. Alors, qui est Saint-Simon? Alors, c'est un noble. C'est intéressant, c'est un noble. C'est un noble libéral. C'est un noble libéral qui réfléchit aux conditions de. Oui. C'est un noble libéral qui réfléchit aux conditions de la société industrielle dans laquelle il vit dans la première moitié du 19e siècle. Bon, très clairement, Saint-Simon, il est, disons-le, il est assez révolté de ce qu'il voit, etc. Et il souhaite une organisation politique qui mette de l'ordre dans le désordre. Parce qu'il faut le signaler, le capitalisme, que l'on présente souvent comme un ordre, en réalité crée davantage de désordre. C'est la loi de la jungle. Mais oui, c'est la loi de la jungle. C'est celle où l'homme est transformé en animal qui lutte pour sa survie. Et donc Saint-Simon est un grand noble. C'est les prédateurs financiers. Ah bah nous on est en plein dedans. Et Saint-Simon, ce grand noble libéral de la première moitié du 19e siècle, justement, il souhaite établir une certaine harmonie. Alors, la question est de savoir comment faire. Alors, il trahirait sa classe, ou alors c'est une notion religieuse, ou enfin, pourquoi il est clair qu'il y a une notion religieuse derrière. Et encore une fois, il ne faut jamais oublier que tous ces penseurs, et c'était le cas pour les Lumières et pour avant, ils faisaient toujours cela de concert, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais disons avec une influence clairement divine, si j'ose dire. Il y a la volonté d'accomplir l'œuvre de Dieu sur terre. Alors, là tu parlais des Lumières, Voltaire. Oh, pas Voltaire. Pour pas moi, lui, en tout cas. Mais oui, parce que Voltaire, lui, n'aime pas la démocratie. Il ne défend pas les intérêts, justement, l'intérêt général. Si on veut situer une lumière, et si j'en parle, c'est pas par hasard, c'est Jean-Jacques Rousseau, celui qui inspire Robespierre, celui qui est présenté souvent à l'université comme un précurseur du totalitarisme. Alors, pour revenir à Saint-Simon, quelle est sa vision et finalement comment ça se concrétise? Alors, sa vision, encore une fois, c'est vraiment l'idée de mettre de l'ordre dans cette société industrielle qui crée le chaos, le désordre, la concurrence. Alors, lui réfléchit davantage à une échelle locale, finalement. C'est ce qui va se passer. L'harmonie devra être réalisée au niveau local. Et la pensée saint-simonienne, c'est une pensée qui est relativement libérale, relativement locale, et qui va se traduire notamment par la création de ce qu'on va appeler les phalanstères. Les phalanstères avec Charles Fourier, notamment, ça permet de faire le lien. Ça, c'est le socialisme utopique. C'est le socialisme utopique. C'est cette idée que l'on va créer des petites communautés de travail, de 10 à 20 000 personnes, si possible, où on va... 10 à 20 000 personnes? C'est à peu près ça, l'idée. C'était rare que ça aille au-delà. En quelque sorte, une sorte de localisme avant l'heure, où on va fixer soi-même les règles d'organisation de la production, les règles de vie, les règles de travail, etc. Dans l'absolu, je tiens à dire que ce n'est pas forcément incompatible avec un système ou un ordre capitaliste. Ça devient problématique si jamais elle commence à pulluler. Mais s'il y en a quelques-unes comme ça au départ, il ne faut pas oublier une chose, pour que les communautés de travail fonctionnent, elles ont nécessairement besoin de moyens humains et de moyens financiers pour pouvoir vivre. Et ce n'est pas toujours évident. Et justement, c'est bien ça le problème de ce socialisme utopique. À petite échelle, d'accord, mais que faire à grande échelle face à un capitaliste qui, lui, se mondialise? Donc là, finalement, on arrive sur la problématique du municipalisme libertaire, où on s'organise en local, on arrive à avoir cette harmonie et cette démocratie directe en local, mais on reste démuni par rapport aux grands trusts internationaux, à Bayer, Monsanto, etc. Et là, on arrive sur la contradiction finalement de XR, Extinction Rebellion. Vite, urgence climatique, ok, bon, pollution au plastique, aux pesticides, ok, on a compris. Abolissons l'État pour amener le nouvel ordre mondial. Alors là, déjà que ça ne marche pas avec l'Europe,
Si on passe à l'échelon supérieur, on n'aura plus aucun pouvoir. Au niveau corruption, c'est mort. Et là, on a eu beaucoup de bugs en fait. Et il y a eu des grosses discussions au niveau des AG, au niveau entre des XR qui étaient gilets jaunes, des gilets jaunes qui n'étaient pas du tout XR et des XR qui n'étaient pas du tout gilets jaunes. Il y a eu beaucoup j'allais dire, de débats contradictoires et de choses intéressantes qui ont été posées. Alors, là, ça nous amène, on en parlait, du socialisme utopique. Qu'est-ce que le socialisme utopique? Comment il a amené au concept d'anarchie? Ils sont en train de la démonter, la boulangerie, là. Alors, on va parler de ça à propos de Proudhon, à propos de Robert Owen, à propos de Charles Fourier, les phalanstères, on en parlait, et puis des kibboutz. Alors, on commence par Proudhon. En fait, en réalité, le socialisme utopique, on l'a dit, bon, j'ai déjà parlé de Charles Fourier. Robert Owen en Angleterre, c'est un petit peu le même principe. Alors, Robert Owen, c'est intéressant, il avait mis en place un système où il imaginait les ouvriers qui échangent des produits contre un bon de travail. Et ce bon de travail correspondrait au nombre d'heures travaillées. C'est-à-dire que, pour faire très simple... J'ai rien compris, excuse-moi. Je vais l'expliquer. Pour faire très simple, on travaille un certain nombre d'heures et finalement, la valeur travail, c'est celle qui permettrait d'obtenir un bon, qui permettrait dès lors de pouvoir acheter les productions. Il y a l'idée véritablement que le salaire, la rémunération va dépendre du nombre d'heures travaillées. Il y a véritablement cette idée à l'époque. D'accord. Et finalement, la valeur du bon qui va être obtenu pour pouvoir acheter, pour pouvoir vivre, ça va correspondre au nombre d'heures travaillées. Il y a finalement un petit peu l'idée à l'époque que la véritable valeur qui permet de mesurer sa richesse, c'est le travail. Il y a l'idée que c'est le travail qui doit déboucher sur la richesse. Bon, le problème, c'est que ça se fait essentiellement, encore une fois, dans un cadre relativement local. Au niveau national, c'est difficile parce que, encore une fois, le problème, c'est qu'au niveau national et au niveau continental et encore plus au niveau mondial, il faut affronter des forces qui, elles, cherchent à détruire, on en reparlera de ça, détruire toutes les contraintes, toutes les règles, toutes les frontières qui peuvent exister pour asseoir leur domination. Pour revenir sur ce socialisme utopique, il va avoir un débouché politique dans l'anarchisme. Et c'est essentiellement Pierre-Joseph Proudhon. Bon, ça c'est Proudhon. Pour Proudhon... Alors, qui est Proudhon? D'où vient-il? Et quels sont ses apports au socialisme utopique et à l'anarchie? Alors, c'est vraiment il est souvent présenté comme le théoricien père de l'anarchisme. Proudhon, il est l'auteur en 1840 d'un ouvrage qui s'appelle « Qu'est-ce que la propriété ?» Et il y a une formule très simple, la propriété, c'est le vol. C'est le vol. Donc à partir de là, Proudhon va imaginer une façon d'en finir avec le vol. La propriété, quelqu'un qui nous écoute, qui a hérité de son petit pavillon à la campagne de son arrière-grand-mère. Il est où le vol là-dedans? Il dira que le problème, c'est comment se fait-il que cette personne ait eu au départ une propriété, à partir de quelles conditions? Est-ce par son travail? Est-ce par l'exploitation? Si l'arrière-grand-mère elle a travaillé toute sa vie, c'est la propriété ou la propriété des outils de production? Alors, c'est bien cela, c'est essentiellement d'abord les outils de production, c'est d'abord les moyens de production, c'est ce que Marx dira d'ailleurs. Il dira très clairement, le véritable problème, ce sont les moyens de production. Et j'ajoute simplement que chez Proudhon, il y a l'idée que le meilleur moyen d'en finir avec cette société d'exploitation capitaliste, basée sur la propriété privée des moyens de production, c'est l'insurrection, la révolution. Mais attention, Proudhon se méfie en particulier des partis politiques. Il considère qu'un parti, même un parti organisé pour faire la révolution, est dangereux parce qu'il mènerait à la dictature. Admettons, il ne veut pas des élections, il ne croit pas dans le principe des élections. Élection piège à con, c'est souvent ce que l'on entend à ce sujet chez les anarchistes. Et il considère que le meilleur moyen, c'est qu'il y ait finalement un soulèvement qui va déboucher inévitablement sur la chute du système capitaliste. Et dans la suite de Proudhon, que vont dire les anarchistes? Ils vont dire le meilleur moyen, c'est la grève générale. Quel est le meilleur moyen? C'est la grève générale, celle où on bloque les capitaux, celle où l'économie ne fonctionne plus. Mais il y a quelque chose d'important. Il faut pour cela une prise de conscience. Et la prise de conscience, elle doit avoir lieu chez tous les êtres humains. En même temps? Préférence. De toute façon, si on veut réussir une révolution, mieux vaut que ce soit en même temps.
ou en tout cas chez une grande majorité. Alors, je ne dis pas que l'idée est séduisante, la question c'est est-ce qu'elle est réaliste? Elle est là le vrai problème, parce que pendant ce temps-là, en face, ça matraque. Ça matraque et ça continue de piller, de dominer et d'exploiter. Et puis au 19e et puis début du 20e, ça a tiré à balles réelles sur les grévistes. Ça tire à balles réelles sur les grévistes, ça peut tirer à balles réelles sur les grévistes, je précise, jusqu'en 1946. Il a fallu attendre 1946 et la constitution de la 4ème République pour qu'il n'y ait plus de tir sur les grévistes. Le problème de cette théorie anarchiste, c'est que elle est extrêmement... Être décentralisateur n'est pas un problème. On peut décentraliser dans une logique d'autonomie locale les processus de décision. Mais là, elle va être tellement décentralisatrice que finalement, elle va ne pas être en mesure d'affronter des forces. Elle va émietter les forces. Trop, beaucoup trop, et elle ne va pas être en mesure d'affronter des forces qui, elles, concentrent le pouvoir pour pouvoir les écraser, justement. C'est ce qui s'est passé avec la Commune de Paris, d'ailleurs. Alors là, on arrive à toucher un concept de Youssef Indy. On avait fait un entretien avec lui pour Objectif Municipal 2020 sur un des dangers du municipalisme libertaire. C'est que ça aille dans le sens de la constitution des cités-États, ces grandes métropoles de plus de 400 000 habitants qui concentrent toute la richesse et finalement qui laisseraient crever la périphérie. Cette périphérie qui serait émiettée au niveau de son pouvoir économique, au moins au niveau de son pouvoir économique, et qui serait laissée sans défense par rapport aux forces prédatrices d'échelle mondiale. Ouais. Alors, pour Charles Fourier, ça serait bien de revenir un petit peu sur Charles Fourier, les phalanstères. Il a réussi quand même à appliquer sa théorie. Pas beaucoup. On a quand même un phalanstère qui reste dans le nord de la France, c'est bien ça? Ou en Belgique? Me semble, oui, je me souviens plus, mais globalement c'était difficile parce qu'encore une fois, il y a la logique de concentration qui est en train de progressivement se développer dans ce 19e siècle. La concentration dans les usines, la concentration des capitaux, la concentration de la production, et face à cela, les phalanstères disposent de beaucoup moins de moyens pour mettre en application leurs idées. Et j'insiste dessus parce que Marx le remarque ça, la concentration dans les usines. C'est-à-dire qu'il se rend compte que le capitalisme, et il le dit d'ailleurs avec Engels, ils le disent tous les deux dans le manifeste du Parti communiste. Et là, on en arrive après au socialisme scientifique. C'est-à-dire qu'il constate quoi? Que le capitalisme meurt de ses contradictions, en tout cas va disparaître du fait de ses contradictions, en concentrant des ouvriers qui jusqu'alors étaient relativement isolés, qui dispatchés, si j'ose dire. Donc l'artisanat, finalement. Bien sûr. À partir de l'artisan va devenir un ouvrier salarié, un prolétaire, qui va se retrouver dans de grandes unités de production parce qu'il faut produire en masse dans une logique capitaliste. Et c'est ce que dit Marx, il dit dans le fond, les ouvriers vont se retrouver tous au même endroit et à un moment donné, ils regardent leurs conditions. Ils n'en ont pas forcément directement conscience. Il faut aussi mener cet exercice de conscientisation. Et le problème pour Charles Fourier, justement, avec ces communautés de travail, c'est l'éclatement. C'est l'éclatement au moment où tout se concentre. D'accord. On va parler, dernière sous-partie de la 4e partie, socialisme utopique vers l'anarchie. On va parler des kibbutz. Alors, disons que le kibbutz, effectivement, si on doit le définir, ce sont ces fameuses communautés agricoles qui se sont développées en terre palestinienne, essentiellement à partir de fin 19e et surtout à partir des années 1920, il y a beaucoup de kibbutzim. Qu'est-ce que c'est que ces communautés agricoles? C'est la volonté de constituer un nouvel État qui va devenir Israël. Mais je signale qu'au départ, il y avait un courant socialiste qui existait dans le sionisme. Il n'était peut-être pas majoritaire, mais il existait. Avec cette volonté de construire un nouvel État sur des bases qui se voulaient égalitaires, ou en tout cas avec des bases sociales importantes. Par la suite, il a... Mais alors, égalitaire à l'intérieur du kibbutz ou égalitaire avec les populations extérieures au kibbutz? En théorie, ça aurait dû être les deux. En tout cas, à l'intérieur du kibbutz, c'est évident. Et en théorie, l'idée était de constituer un État, justement... Encore une fois, on retrouve une perspective un peu millénariste, la Nouvelle Jérusalem, celle où on va réaliser le paradis céleste sur terre. Oui, mais ça, c'était pas avec les Palestiniens, c'était pas prévu de... Ah bah c'est bien... Ah bah, dans un premier temps, ce qui se passe, c'est que les Arabes, les Palestiniens, vont accepter, pour une partie, pas tous, de vendre des terres aux Juifs.
qui vont ainsi constituer les bases de l'État sioniste. Mais un certain nombre de juifs n'étaient pas forcément défavorables à la présence des Arabes palestiniens. Mais par la suite, il existe un autre courant dans le sionisme, un courant ultra-orthodoxe, un courant profondément raciste, un courant qui considère que cet État n'est valable que pour les juifs. Car ce qui est vrai, c'est que le sionisme, ça doit être l'État des juifs. Seulement voilà, le juif en tant que religion, en tant qu'ethnie, comment l'entend-on? Et à partir de là, progressivement, ce qui va se passer, c'est que les Arabes perdant de plus en plus de terres, parfois volontairement, je répète, et parfois involontairement parce qu'on leur prend les terres aussi par la force, eh bien ils vont se retrouver justement démunis face à ces kibbutzim. Alors, à l'intérieur des kibbutz, sans parler de politique générale et de sionisme, mais à l'intérieur des kibbutz, c'est une organisation qui est socialiste. Qui se veut socialiste. On mange ensemble, on fait les travaux ensemble, C'est le principe de la communauté agricole. Et ça a marché? En tout cas, ça a constitué les bases de l'État. Dans les années 20, ça marche relativement, les années 1920. Et par la suite, les tensions vont s'accroître, notamment avec les populations arabes, parce qu'on ne peut pas couper ceci du contexte qui a lieu. De surcroît, il ne faut pas croire, encore une fois, les sionistes étaient divisés. Le sionisme socialiste était finalement relativement minoritaire, même si le projet était séduisant. Alors, on va parler maintenant du socialisme scientifique. Ouais. Alors, le socialisme scientifique avec Marx, Engels, Lénine. On y va, grosse partie. Ah oui. Ce socialisme scientifique, il part d'un conflit entre Proudhon et Marx. Et Engels, parce que Marx et Engels vont ensemble. Justement, le mot utopique déjà renvoie au problème de ce socialisme pensé par Proudhon, par Saint-Simon. Marx et Engels considèrent qu'il faut une méthode beaucoup plus scientifique. Le constat est le même, la lutte des classes, l'exploitation de l'homme par l'homme. La question, c'est comment y mettre fin. La lutte contre l'égoïsme. Contre l'égoïsme, c'est évident. C'est évident, encore une fois, cette volonté générale. Pour Marx et Engels, ce qu'il faut, c'est une force organisée, disciplinée, qui soit en mesure de mener la lutte des classes. Une avant-garde, en quelque sorte, dont le rôle historique est de conscientiser les travailleurs. Les travailleurs qui, dès lors, se soulèvent, font la révolution. Mais il faut que celle-ci soit préparée et disciplinée. Marx a été témoin et a concrètement vu l'écrasement de la Commune de Paris. Je signale d'ailleurs qu'à ce moment-là, lorsque la Commune de Paris est écrasée en 1871, ça fait 7 ans qu'il existe déjà l'Association internationale des travailleurs, la première internationale, et qui va se déchirer entre les anarchistes et les marxistes. Les marxistes créeront par la suite une deuxième internationale. Et il y a cette idée qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est prendre le pouvoir par la force, sans rejeter le principe des élections. Si les élections permettent de faire progresser les forces socialistes, eh bien, elles les feront progresser. Mais la prise de pouvoir aura lieu de manière organisée par la révolution. Et une fois arrivé au pouvoir, et c'est la différence avec les anarchistes, ce qu'il faut, c'est pouvoir développer les bases de la future société communiste. Comment? En instaurant la dictature du prolétariat, c'est-à-dire le stade de transition qui amène à cette société sans classe, sans propriété privée des moyens de production, etc. etc. Pour arriver au communisme, donc. Exactement, c'est ça l'objectif Et final. Alors, là, on touche à un point important. Lénine, Oui. la révolution de 17, la Russie, Oui. le bolchevisme. Alors, quelle est la relation, la filiation et pourquoi Lénine a bloqué le processus constituant pendant la révolution? Alors, Lénine continue Marx. Lénine, d'ailleurs on parle de marxisme-léninisme. Lénine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est issu d'une famille plutôt aisée. Il s'est opposé au tsar, parce qu'il était en guerre contre le tsarisme. Il a vu, et ça c'est quelque chose qui a compté, il a vu son frère condamné à mort et exécuté parce que son frère était justement dans l'opposition, et Lénine au départ suivait un peu son grand frère, dans l'opposition qu'on pourrait qualifier de terroriste, en tout cas à travers les attentats. Et Lénine va progressivement aller vers une volonté de prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir, ça veut dire comment? Avoir un parti discipliné, organisé,
qui pratique le centralisme démocratique, nous aurons l'occasion d'en reparler par la suite, mais avec cette idée qu'il faut prendre le pouvoir, bien sûr par l'insurrection, cela va de soi. Parle fort, parle fort. Bien sûr par l'insurrection, cela va de soi, mais Lénine va se retrouver en situation de prendre le pouvoir en 1917. C'est le contexte de la guerre. C'est le contexte de la guerre. Et cette Première Guerre mondiale fait beaucoup de mal. Les amis, on a un problème de son, on va arrêter le live et on va faire une deuxième partie du live tout à l'heure. Voilà, on vous remercie.